Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 23 décembre 2022 au lendemain d'une séance baissière pour les indices avec un DAX qui a cédé 1,39% dans le siège de Wall Street d'ailleurs après la publication finale du rapport sur le PIB américain qui a montré que l'économie US a étonnamment augmenté de 3,2% au troisième trimestre alors que d'un autre côté les chiffres des inscriptions au chômage continuent de pointer vers un marché du travail robuste, un marché du travail sain, et donc ce qui laisse la chance à la Réserve fédérale américaine de maintenir ces taux élevés pendant une longue période, hein, étant donné que pas de l'économie américaine se porte bien au troisième trimestre et le marché du travail reste robuste. D'un autre côté, cela aboutit à des baisses conséquentes, hein, bien entendu, à Wall Street, avec un Dow Jones qui a perdu 2,2%. Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté de 2,70% et 3,5%. Alors, bon, il y a une autre manière d'expliquer ces replis, hein, soudains des indices. Il faut savoir qu'on est en fin d'année et certains opérateurs sont amenés à clôturer des positions en perte et donc ça leur permet de réaliser leurs pertes. D'un autre côté, période de fête oblige, on fait face à de très faibles volumes et donc ça aggrave, hein, les baisses. La pression vendeuse a plus d'impact sur les prix qu'en temps normal où il y a beaucoup plus de volume. Alors, c'est une situation quelque peu morose, hein, qui n'a pas été améliorée par certains résultats d'entreprise jugés décevants, qui laissent entrevoir une année 2023 assez compliquée pour les entreprises qui devront faire face à de nombreux problèmes. D'abord, cette inflation persistante et d'un autre côté, la dégradation de la conjoncture et éventuellement une récession. Alors, dans un tel scénario, lors des prochains résultats d'entreprise, on surveillera de très près, hein, les résultats pour voir l'impact, hein, sur ces derniers et pour voir l'impact également sur les marges, hein, des entreprises. Donc, comme on le répète assez souvent en Good Morning Market ces derniers temps, l'année 2023, en tout cas le début d'année 2023, sera dominé, hein, par l'économie, par le calendrier économique et les résultats d'entreprise. On a surveillé très près les banquiers centraux en 2022. En 2023, on devrait surveiller de très près le pouls de l'économie. Alors, sur le front des valeurs, on notera Tesla qui a approfondi son repli, qui a perdu plus de 9% hier, qui a atteint son plus bas niveau depuis août 2020, dans un contexte de vente massive du secteur technologique, hein, comme d'habitude, lorsqu'il y a des craintes liées à la politique monétaire, les premières frappées de plein fouet en première ligne, hein, on retrouve toujours ces valeurs technologiques. Alors bon, pour la séance d'aujourd'hui, à quoi s'attendre à la veille de Noël? Alors bien entendu, on peut s'attendre à des volumes extrêmement bas, et donc, hein, toute mauvaise nouvelle pourrait avoir un impact considérable sur les marchés tout de même, hein. C'est ce qu'on a dit un peu en début de Good Morning Market, et cette volatilité pourrait provenir de la publication du PCE pour le mois de novembre aux États-Unis. Si ce rapport s'avère être une déception, la baisse, le sell-off pourrait s'intensifier sur les indices. Donc voilà pour le contexte général de marché, donc une évolution de marché des indices en dents de scie, un contexte qui ne s'améliore pas, un contexte qui est plutôt euh, alarmant, hein, pour le début d'année 2023. Alors sur le front de l'énergie, donc sur le front des matières premières, plusieurs nouvelles, hein, à ce niveau-là. Du côté de la Russie principalement, on notera que le vice-premier ministre russe, hein, Novak, a déclaré que la production de gaz naturel russe pourrait chuter jusqu'à 20% cette année, alors que la production de pétrole pourrait être réduite de 5 à 7% en réponse au plafonnement des prix. Alors on notera par ailleurs que les exportations pour le mois de décembre, exportations, hein, de pétrole brut russe, le pétrole appelé, hein, de l'Oural, donc c'est les exportations de ce pétrole russe depuis les ports de la mer Baltique pourraient chuter jusqu'à 20% selon Reuters. Alors, on notera autre chose concernant d'ailleurs ce qui va lier le marché d'échange avec le marché de l'énergie, les interventions, hein, de la Russie sur le marché d'échange reprendront l'année prochaine et ce sera en yuan et non en dollars américains, à condition bien entendu que les revenus des exportations de pétrole et de gaz dépassent 8 000 milliards de roubles. Et ça, c'est encore une fois une information qui nous provient de Reuters.
Donc voilà pour le marché de l'énergie. Voilà pour la situation générale des marchés. Maintenant, on peut détailler la situation technique de ces derniers. Alors, donc ici, bon, première chose, hein, souvenez-vous, on va revenir en arrière. C'est un graphique H4. On va jeter un coup d'œil au graphique journalier, hein. On a toujours cette borne inférieure qui tient, qui a tenu ici. On a toujours ces précédents sommets qui sont à l'heure actuelle des supports, donc une inversion de polarité de ce niveau à 13 940. Inversion de polarité, pourquoi? Parce que ce niveau-là était une résistance, ça devient un support. Donc on a une inversion de polarité qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle. On retrouve des acheteurs à ces niveaux-là tout de même. Vous voyez cette mèche inférieure, on retrouve des acheteurs. Après cela, il y a eu un certain élan haussier qui a été effacé dans la foulée. Donc à l'heure actuelle, comment interpréter cela? C'est en données H4 qu'on retrouve le plus d'informations. Donc ici, prudence, si on venait à casser ce niveau très précisément. On voit que c'est un retracement de 100%, retracement de Fibonacci. Je vous rappelle que c'est un retracement de 127,2% qui a stoppé les hausses. C'est un retracement de quoi? De quel repli très exactement? Vous voyez, de cette baisse majeure qui a débuté très précisément le 16 août et qui a pris fin ici le 3 octobre. Donc on se base là-dessus, sur ces retracements de Fibonacci. On a différents niveaux très intéressants et on constate effectivement que la cassure de ce niveau pourrait nous ramener encore une fois à cette projection d'Osoda E. Projection d'Osoda qui a été atteinte, et ça c'est vraiment la beauté de ces projections d'Osoda. Vous savez qu'il y a très peu de ressources sur les projections d'Osoda. Il est très difficile de trouver des informations. Et donc, c'est là que c'est très intéressant parce que il y a tout ce facteur expérience qui joue énormément. Donc, on ne suit pas de règles concrètement avec les projections d'Osoda. L'expérience dicte les règles. Et ici, donc, on va prendre de l'expérience ensemble aujourd'hui parce que j'ai toujours dit effectivement, bon, on va détailler cet exemple, hein. Je ne comptais pas aller très loin là-dessus, mais on va le faire. Ici, on a une projection d'Osoda, on a le point A, on va retrouver notre point B, donc ici, en tant que creux intermédiaire, et notre point C, bien entendu, ça sera le sommet intermédiaire. À ce niveau-là, on a mis même une étiquette de prix à 14 394 points. Donc ça, c'est notre point C. Alors, la théorie classique des projections de Soda veut que, effectivement, si on se hisse au-dessus du point C, la projection est annulée. Et que si on se replie sous le point B, un signal est délivré. Donc avec les projections de Soda, on a toujours deux niveaux à surveiller. On a le niveau qui est matérialisé par notre point C, que l'on retrouve ici, qu'on va mettre en super gras, donc pour avoir une belle visibilité, pour comprendre ce que l'on fait. On va le mettre en noir, et donc ça c'est notre premier point. On a un second point. Donc concrètement, les projections de Soda vont nous définir un range. On a un range dans lequel on ne fait rien. Lorsqu'on sort du range, c'est un signal d'achat ou de vente. Sachant que ce signal est beaucoup moins fort que celui-ci, car celui-ci répond aux projections d'Osoda et nous donne un objectif précis. Ce signal-là d'achat annule seulement la projection d'Osoda, il ne nous donne pas d'objectif précis, donc ce qui nous intéresse, c'est le signal baissier, donc la cassure de B. Ici, ce qui est intéressant, vous voyez, on a KCC, alors normalement ça annule la projection de Soda selon la théorie, théorie qui nous provient de Goichi Osoda, créateur de l'indicateur Ishimoku. Je vous rappelle que les ressources sont en japonais et les ressources d'analyse technique en japonais laissent une place énorme à l'interprétation. On ne donne pas de règles, il n'y a pas de si A est égal B, alors on fait ça, si A est égal C, on fait ça, si A est égal à D, on fait ça. Non, il y a une énorme place à l'interprétation et c'est là que va jouer l'expérience, car c'est ce qui va nous permettre d'interpréter. Alors ce qu'on retient de cette configuration concernant DAX, c'est que lorsqu'il y a effectivement une cassure de C, il faut que les cours parviennent à s'installer. Si on efface immédiatement ce mouvement haussier qui a permis la cassure, la projection de Soda reste valide. C'est la même chose pour une résistance. Ça aurait pu être un bull trap avec résistance, tout simplement. Et dans ce cas-là, on estime que la résistance n'a pas été cassée. Donc j'en conclus aujourd'hui devant vous que effectivement, pour annuler une projection de Soda, il ne faut pas qu'il y ait de bull trap tout simplement, dans ce cas d'une projection baissière. Il faut qu'il y ait une réelle cassure confirmée. Ici, elle n'a pas été confirmée. Pour la confirmer, il faut que la bougie d'après continue dans le sens du mouvement ou bien temporise un minimum. Ici, on a effacé dans l'immédiat. C'était simplement un bull trap. Et très intéressant de constater qu'effectivement, on y est allé
au point près, au millimètre près. On est allé chercher la projection de Soda malgré un signal qui a été invalidé selon la théorie classique, parce que je vous l'ai dit, il y a une grande place à l'interprétation. Et aujourd'hui, on interprète et on va lier la théorie sur les supports et résistances avec les projections de Soda. Donc c'est la même chose à ce niveau-là. On le garde en tête à présent, nous le savons, on l'a vu, le DAX nous l'a montré. C'est un très bel exemple ici. Donc on a appris aujourd'hui ensemble ce petit détail. Et ce sont tous ces petits détails qui font que vous deviendrez performant, que vous aurez une très belle lecture du marché. Donc, pour en revenir à nos moutons, ici, ce qu'on va attendre tout simplement, c'est la cassure de ce niveau-là. Et en cas de cassure de ce niveau, on peut s'attendre à un DAX qui se replie en direction à nouveau de la projection de Soda. Voilà pour cette interprétation du graphique du DAX. Concernant le graphique du Nasdaq, on a tout simplement un signal de vente, ce qui nous met peut-être un petit peu la puce à l'oreille sur le fait que cette année ne va pas très bien se terminer pour les indices, probablement. En données H4, vous voyez le creux qui a été marqué hier, on a tenté d'effacer une partie des baisses, on revient sur, vous voyez encore, c'est intéressant, les inversions de polarité finalement on en voit partout, ce niveau-là des 11 000 points, en même temps c'est un seuil psychologique, était support, devient résistance. Inversion de polarité, c'est simplement du vocabulaire, ça ne nous mènera pas bien loin, mais c'est simplement pour constater ces phénomènes qui viennent et reviennent en analyse technique. Alors ici, nos craintes ne se sont pas matérialisées finalement sur le S&P 500. On avait très peur de ce twist, souvenez-vous. Alors et pour cause, vous voyez, les vendeurs ont essayé de franchir le nuage par ce twist. Encore une fois, très belle précision de la part d'Ishimoku. Alors, il n'est pas trop tard pour franchir ce nuage et pour aller chercher ici les 3640 points. Donc prudence. Après, s'il y a un élan haussier, personnellement, je pense que un très bon point de vente serait ici. Encore une fois, parce qu'on voit qu'on a quand même une évolution des cours en dents de scie. C'est tout à fait possible, même si j'ai du mal à y croire. Je pencherai plus pour un scénario d'une traversée de nuages pour aller chercher les 3640 points. Mais en tout cas, souvenez-vous, on l'avait dit à ce niveau-là, que ce point-là, cette moyenne mobile, était un excellent point de vente. On l'avait dit ici. Alors malheureusement, on a eu une grosse frayeur parce qu'on a eu une mèche supérieure. Mais voyez, tout de même, ce niveau a tenu. Il suffisait de tenir effectivement sa position le jour J. Très difficile, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. On a répondu au trou d'air. Donc on vérifie ici ces petites théories. Ces théories qui ne sont pas dans les ressources sur les projections d'Osoda disponibles en japonais. C'est encore une fois, c'est de l'observation, ce que je vous livre aujourd'hui. De la même manière qu'on a observé ensemble ce phénomène-là, le phénomène de trou d'air, les trous d'air, ce n'est pas un terme que vous trouverez dans un livre, simplement un terme que je trouve décrit assez bien cette distance entre les prix et le prochain support qu'est le nuage. Et donc on a répondu au trou d'air, on a allé le chercher, mais on ne s'est pas fait happer par le twist de nuage. Donc ça tient bon pour le moment. À voir si ce nuage va permettre une remontée des cours. Je pense que la séance d'aujourd'hui sera assez intéressante. Est-ce que les opérateurs vont clôturer davantage de positions peut-être en perte, ce qui va permettre la percée du nuage? Peut-être qu'ils vont clôturer avant Noël, peut-être qu'ils vont clôturer la semaine prochaine, mais en tout cas, je pense qu'on va trancher avant cette fin d'année 2022. En données H4, on voit quand même l'épaisseur du nuage et on comprend qu'il sera assez difficile de se hisser au-dessus et donc de concrétiser le scénario d'un rebond à ce niveau-là pour aller chercher à nouveau la moyenne mobile 200. C'est pour ça que je vous ai dit au début, j'avais un peu du mal à y croire. Dow Jones, le Dow Jones a plus de support quand même. On peut le voir, il a cette fameuse moyenne mobile exponentielle à 50 périodes qui vient... qui va trouver donc un certain soutien avec le nuage. Alors en données H4, on voit ici la même résistance qu'est le nuage Ishimoku. Donc prudence, c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer le scénario haussier se réaliser. Les crypto-monnaies, pas grand-chose concernant les cryptos, on le voit en données journalières, on est en train de s'endormir un petit peu dans un range. Attention à ce nuage épais, à l'image des indices en données H4. Vous voyez, c'est la même configuration d'un point de vue du nuage en tout cas. Concernant les terres, c'est la même chose, pas grand-chose à l'heure actuelle. On a un nuage très épais ici. Qu'il sera difficile de franchir. Et ce sera le dernier obstacle avant d'aller chercher la moyenne mobile. Donc ici, certainement un excellent endroit pour que les vendeurs reprennent la main et ce qui irait donc, ce qui confirmerait ce scénario, ce biais baissier que l'on a, que j'ai sur les indices.
Les matières premières, pas grand-chose. Repli du gold, mais on n'a pas eu de signal. On n'a pas cassé l'objectif théorique de la ligne de course qui nous permettrait donc de nous attendre à un gold qui va chercher 1890, 1923, avant les 1957. Projection d'Osoda, de cette vague haussière en sortie de double creux. Je vous rappelle que les 1824, ce n'est rien d'autre que l'objectif théorique justement de ce double creux. Et d'où sortent justement ces objectifs intermédiaires, ces résistances, ce sont simplement des paliers Ishimoku. Je rajoute Ishimoku, voilà, vous le voyez, palier d'SSB ici, palier d'SSB à ce niveau-là. J'enlève Ishimoku parce que il n'y a pas de résistance Ishimoku sur la voie haussière, donc je n'en ai plus besoin, je suis au-dessus de tout élément, et je garde une certaine clarté dans le graphique pour voir l'action des prix. Silver, on attend toujours qu'il parvienne à s'installer au-dessus de la projection d'Osoda pour éventuellement aller chercher un niveau extrêmement élevé parce qu'on a peut-être décelé ici un double creux façon Osoda avec trois objectifs E1, E2, E3. On n'a toujours pas atteint E2 qui est confondu avec le retracement de Fibo 78,6%. Et si on l'atteint, on pourrait aller éventuellement chercher E3 au-dessus du retracement de 100% de ce repli aux alentours de l'objectif théorique de cette figure en épaule-tête-épaule inversée. Et l'objectif théorique d'ailleurs correspond très exactement au retracement de Fibo de 100% et donc à ce précédent sommet. Donc belle hypothèse technique ici en perspective si tout cela venait à se réaliser avec beaucoup d'éléments, qu'ils soient chartistes ou provenant d'Ishimoku, très intéressant. Pétrole WTI, alors toujours rien à l'heure actuelle, mais j'ai du mal à voir des hausses ici, on a quand même les éléments Ishimoku et on a cette moyenne mobile à 100 périodes. Restons calmes tout de même sur le pétrole, il y a beaucoup de fondamentaux très changeants ces derniers temps, je pense qu'il sera plus opportun de s'y intéresser en début d'année 2023. Vous voyez ici cette moyenne mobile à 100 périodes qui vient renforcer le nuage. Gaz naturel, alors ça s'effondre le gaz naturel, donc pas de range, autant pour moi, voilà, mais à culpa, je me suis trompé. Les fondamentaux ont vraiment pris le dessus. J'ai peut-être essayé d'anticiper un peu trop un marché qui était soumis à beaucoup d'incertitudes, à beaucoup de facteurs fondamentaux différents, tiraillés par l'actualité. Donc voilà, j'ai été puni. On s'éloigne considérablement de la zone de range alors que j'estimais que les prix du gaz naturel allaient temporiser un instant ici avant d'amorcer un éventuel prochain rallye haussier fin janvier, début février, lorsqu'il y aura une baisse considérable des températures aux États-Unis. Il n'en est rien. Le gaz naturel est en train de s'effondrer et à présent, la prochaine cible est à ce niveau-là. 4.500, très précisément. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un bon point d'achat. Mais je vous avoue qu'après cette déception, je me méfie. Je me méfie du gaz naturel. Le café, à présent, on avait quelque chose d'intéressant ici qui se construisait. On espérait une épaule-tête-épaule inversée qui s'est transformée par la suite en double creux. Vous voyez, premier creux, second creux. Et là, ça y est, on est en train de s'éloigner. Ce n'est plus un double creux. Vous voyez, on n'a pas cassé ce niveau-là. On avait dit que c'était le signal, la cassure des 174. On allait tester du bout de la mèche supérieure. On ne l'a pas cassé. Et même si on duplique cette oblique, vous voyez, finalement, on est dans un canal, peut-être même peut-être même que ce n'est pas un canal et que c'est une figure de continuation, malheureusement. Et donc, ça change absolument tout dans nos attentes. C'est quelque chose qu'on avait vu sur le Bitcoin, d'ailleurs. On va en reparler. On a deux objectifs avec ce genre de figure de continuation. Un premier objectif qui est issu de l'amplitude totale du mouvement précédent et un second objectif qui est issu de la hauteur de la figure. Donc un objectif rapproché et un autre très éloigné. Retour au Bitcoin très rapidement pour voir un petit peu ça ressemble à quoi une fois que ça se réalise. Il suffit de revenir un petit peu en arrière sur le Bitcoin et on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que j'ai l'impression que l'on a sur le café en cours. Le café, on est ici. Donc comment ça s'est passé? On va la refaire ensemble. On pensait avoir une épaule-tête, épaule inversée sur le café. Ça s'est transformé en éventuel double creux. Le double creux n'est plus d'actualité. Donc voilà ce qui est peut-être en train de se construire. Et on a, vous voyez, la hauteur du mouvement précédent et la hauteur de la figure. Le premier objectif avait été atteint dans un premier temps. On avait temporisé. Ensuite, on est allé s'effondrer vers le second objectif. Donc peut-être la même chose sur le café. Je garde un œil dessus.
Je garde un œil dessus. On a vraiment suivi hein, la formation chartiste du café ces derniers temps, donc on va continuer. On a assez bien lancé, donc je pense qu'on va pouvoir attraper le mouvement, quel qu'il soit, aussi au baissier à l'origine. Donc on suit ça de très près. Le coton, c'est assez intéressant le coton avec ce triangle, un triangle de retournement ici. Pour le coton, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que le signal chartiste, donc, qui nous proviendrait de la cassure de cette borne supérieure, viendrait de pair avec une sortie par le haut du nuage. Donc pourquoi on pourra avoir un pullback? Parce qu'on va rencontrer une résistance à ce niveau-là. C'est un palier et c'est un palier qui va agir sur les cours au moment, hein, si ce scénario venait à se réaliser, si on cassait ce niveau, au moment où la lagging span que voilà va tenter de sortir du nuage. Donc on peut imaginer qu'elle va avoir des difficultés, qu'elle va nous faire un petit pullback ici, avant de tenter de ressortir comme ça. Ça arrive assez souvent et donc ça permettrait un pullback sur la borne supérieure, après repartir vers la prochaine résistance. C'est encore un palier ici avant d'arriver à l'objectif. C'est une projection de Soda E. Donc assez intéressant. Donc j'ai voulu vous en parler, le coton à ce niveau-là. Et donc le signal, ce sera la cassure des 89,75 ici, donc la borne supérieure de ce triangle ascendant. Voilà pour les matières premières. Bon, on a du lait sur le feu ici aussi, hein. On surveille quelques formations. Souvenez-vous, on surveille le blé, on attend qu'il atteigne ce niveau des 700. On surveille également le maïs, hein. On attend qu'il tranche à ce niveau-là, peut-être un franchissement de nuage, parce qu'on avait un range, on a cassé la borne inférieure, mais on l'a réintégré. Donc, ce sont les deux choses que l'on surveille aussi sur les matières premières. Alors, rien sur le marché d'échange, à part sur l'USDN, avec la surprise de la BOJ, de la Banque du Japon. En tout cas, du côté du dollar américain, il ne se passe rien. Hein. On est toujours en train on retient sa respiration à ce niveau-là, et ça se reflète sur l'euro-dollar qui retient sa respiration au-dessus des 1,0575. Et sur ce, il est temps de mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite un joyeux Noël, un excellent week-end de fête en famille. Profitez bien. On se retrouve la semaine prochaine pour attaquer la dernière semaine de l'année 2022 ensemble. Donc on l'attaquera dès lundi avec le prochain Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. Un très bon week-end festif et à la semaine prochaine. Au revoir.